Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Bibouda. Ce soir, nous retrouvons notre astrologue Jean-Yves Espier à la suite de notre webinaire de la semaine dernière sur l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour du coup répondre aux questions-réponses de nos internautes ce soir. Jean-Yves, dans un premier temps, comment vas-tu? Il fait beau, la vie est belle. À partir du 2, on est déconfiné. Moi, je dis qu'il y a que des bonnes choses dans la vie. Nickel. Ouais, c'est ce que tu viens de me dire, du coup, les bars, les restaurants, enfin non, les bars extérieurs, les parcs. En région parisienne, c'est encore un peu coincé, mais ça va se débugger. Voilà. D'accord. Bah, c'est bon signe, tous nos petits signes astrologiques vont pouvoir se mélanger. C'est quand même le but. Et puis pour les Gémeaux, c'est très important. C'est la base. Les Gémeaux, ils ont Vénus sur la tête en ce moment. Donc, s'il y a des rencontres à faire. Oui, j'ai vu ça sur l'horoscope qui sort demain, là, que j'ai travaillé. Tu as fait un très beau descriptif de ce qui se passe en ce moment pour les signes astrologiques. Et en tout cas, c'est toujours la bienvenue. Es-tu prêt? C'est parti. Magnifique. Alors, du coup, questions-réponses. Donc, encore une fois, c'est le suivi des questions-réponses du webinaire de la semaine dernière. Alors, on va commencer du coup par Solange. Solange, elle a toujours de très très bonnes questions. Elle est toujours présente à nos webinaires et c'est un régal de poser ses questions. Du coup, la voici. Comment faut-il aborder l'astrologie sous l'angle des saisons? Qu'en est-il d'une personne, par exemple, née le 2 août 1967 à Lima, au Pérou, alors que là-bas, c'est en plein hiver à cette période de l'année? C'est une excellente question. Le problème, c'est que il faut qu'on... Solange, super. L'angle, il est très simple. On ne peut accompagner les autres aussi loin qu'on allait soi-même, et nous, on est occidentaux, et les racines de l'astrologie, elles sont donc occidentales. Et donc, on a démarré avec les Grecs, avec les Romains, etc. Et on a construit l'astrologie sur le cycle des saisons qui est chez nous. Et effectivement, à chaque fois que j'ai des questions sur quelqu'un qui est né à l'autre bout du monde ou sur des latitudes différentes, j'ai aucune prise, aucun repère, à la base, c'est des statistiques. Donc, en toute simplicité, j'en sais rien. Par exemple, pour appuyer encore dans ce sens-là, en ce qui concerne l'astrologie chinoise, j'ai jamais trouvé le moindre bouquin technique sur le sujet, j'en ai jamais lu passer, jamais. Pourtant, je suis assez fan de tous les bouquins d'astro, mais j'ai jamais vu le lien. Alors, il y a des cultures différentes, une façon d'aborder les choses qui est différente. Et donc, né à Lima, ça me pose un souci. J'en ai strictement aucune idée. Alors, on peut envisager éventuellement l'hypothèse que si on est dans une lignée parentale, une lignée qui s'inscrit, une synergie familiale, à partir du moment où on accepte le principe qu'on est qu'un maillon de la chaîne, et si on est relié en amont et en amont avec des parents qui ont une culture occidentale, et en aval avec un mode de vie qui est ici dans le monde occidental, on va très certainement avoir des mécanismes qui vont s'opérer et qui vont se coopter. Mais au-delà de ça, là-dessus, j'ai aucune prise. Mais la question est intéressante, mais j'ai pas la solution. Voilà. Il faudrait qu'on fasse des études sur le sujet, mais la majorité des études astrologiques récentes, elles touchent plus à la psychologie, et la majorité des études astrologiques anciennes, elles étaient dans des micro-circuits. C'est comme ça qu'on a suivi le système des saisons. On n'a pas pu voir ce qui se passait à l'autre bout du monde. Personne s'y est vraiment intéressé. Les voyages, ils sont dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'astrologie, à fortiori, ils sont beaucoup plus récents. Mais si le cœur vous en dit, faisons avancer le chemin de Bic ensemble. Il y a tellement de choses à faire dans le domaine de l'astrologie, tellement, comme dans d'autres. Bon, de toute façon, on le sait, on est dans des courants de développement personnel. C'est ce qui va nous mobiliser dans les décennies qui viennent. On va être de plus en plus là-dedans. Voilà. Quoi d'autre, quoi. Donc oui, je n'ai pas la réponse. Ah bon. Du coup, on continue les questions, sachant que je vois que certaines personnes posent des questions peut-être un petit peu trop personnelles. Donc encore une fois, voilà, on prendra vraiment les questions générales et Jean-Yves. À moins qu'on arrive à les transformer pour intéresser tout le monde. Complètement. Bah, il m'arrivera peut-être un moment de lire une question sans avoir vraiment lu tout, parce qu'il y en a quand même énormément qui sont déjà posées. Oui. On continue avec Pascal qui nous dit donc bonsoir, merci pour ce webinaire de suivi. Question, pourquoi la Lune en Scorpion est-elle en exil avec ce signe d'eau? Alors plus, je sais pas ce qu'il veut dire, de l'intérieur profonde. Ça, je comprends pas la fin, mais merci Pascal pour cette question. Je vais m'efforcer d'y répondre avec d'autant plus d'intérêt que j'ai moi-même une lune en Scorpion et que c'est une position que, pourquoi est-ce qu'elle est fragile, cette lune en Scorpion? Il y a deux façons d'aborder le truc. La première, c'est de comprendre quels sont les besoins de la lune. Les besoins de la lune sont ceux qui sont inhérents à notre vie intérieure, ceux qui sont le reflet de l'endroit où on apaise, l'endroit où on est dans la maternité, dans l'affection, dans le lâcher prise, dans le sommeil, dans tout ce monde qui doit être protégé du danger,
de l'univers extérieur. Repartons toujours sur mon basique, soleil, depuis toujours, on est des mammifères et on a à peine évolué, on a construit un vernis social, mais on a encore des pulsions qui surtout émergent lorsqu'on est en groupe, en collectivité, on le voit dans les mouvements de foule, à quel point beaucoup d'entre nous perdent leur repère, les mouvements de foule c'est redoutable, c'est très évocateur. Bref, j'ai soleil conscient, lune inconscient. J'ai soleil, je vais à la chasse chercher de quoi boulotter, vous connaissez mon truc, et lune, je suis à la maison, zen, je me repose, je me détends, je me tiens chaud avec les autres, on se câline, on se veut du bien, on se comprend sans se parler, on est dans l'intuition, on est dans l'affect. Et cette capacité à être dans l'empathie, l'affect et le lien permet de créer des unités, des groupes, des rapprochements, des vrais rapprochements. C'est pour ça que les lunes fragiles ont plus de mal que les autres. Qu'est-ce que j'appelle lunes fragiles? Les lunes qui sont dans des signes, par exemple, ou secs, ou gouvernés par Mars, ou même gouvernés par Uranus. Enfin, tous les endroits qui sont gouvernés par des planètes sèches, qui sont des planètes de combat, des planètes de connexion, quitte à aller à la confrontation. Et à l'inverse, une lune dans des signes plus doux, plus humides, va naturellement lâcher, être rechercher une lune en taureau, on sait que c'est une maîtrise, on va rechercher l'affection, le contact, les bonnes choses ensemble, le calme. En cancer, sa plus belle position, on va avoir un intérêt tout particulier à protéger les siens, famille, foyer, home, environnement. Alors, hein, on peut toutes les faire vite fait. À l'inverse, donc si une lune est belle en cancer et en taureau, elle va par extension, à chaque fois que vous avez une planète en face de l'endroit où elle est très puissante, elle va subir des effets d'influence différentes. Alors, dans le cas de la lune en scorpion, qu'est-ce qui se passe? Qui sont les maîtres du scorpion? Est-ce que c'est un signe paisible? Est-ce que c'est un signe de repos, de paix? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on sait, à l'époque des saisons, c'est le signe dans lequel se réalise ce mot est terrible, le pourrissement des graines pour faire naître la vie nouvelle. La phase de transformation du scorpion, elle est là. C'est tout doit passer par des crises, tout doit passer par des morts, que ce soit psychique ou physique, pour renaître, pour se reconstruire. Il y a un côté, je bazarde tout, dit le scorpion, je détruis tout pour repartir sur des nouvelles bases. Planter ses propres graines en quelque sorte. Donc la lune, dans ce signe d'eau, certes extrêmement réceptif, comme l'analogie se fait naturellement entre la lune et les signes d'eau, mais gouverné par Mars qui est avant tout la guerre et par Pluton qui est le maître des enfers. Et le maître des enfers, il est terriblement anxieux. Il voit des dangers, il voit des combats, il voit des enjeux de pouvoir. Pluton, le maître des enfers, il est redoutablement anxiogène en soi. Et souvent, avec la lune en scorpion, on a des problèmes avec la nuit. La nuit, c'est la lune, parce que ce qu'on va appeler le lâcher-prise va être complexe. Le fait j'avais rencontré un analyste qui m'avait expliqué que on pouvait considérer ça comme la petite mort, le sommeil. Et la lune en scorpion incarne ça. Donc, on a souvent des problèmes de sommeil avec la lune scorpion. Le lâcher-prise est compliqué. En plus, c'est un signe fixe. Et les signes fixes, comme le nom l'indique, ont du mal à lâcher prise plus que les autres. Les cardinaux, ils redémarrent sur du nouveau. Les béliers, cancer, balance, capricorne, ils sont faits pour initialiser des situations. Les signes fixes, ils s'enquistent, ils sont au cœur de la saison. Et les signes mutables sont en permanence évolution, transformation de ce qui les attend derrière. Et là, cette lune, elle est à la fois en signe d'eau, donc hypersensible, gouvernée par Mars. Le rapport de force, on le sent, parce que la lune est une planète qui absorbe, c'est pas une planète qui va au front, c'est pas le poing, c'est l'intérieur de la main qui prend. Qui réceptionne en quelque sorte, c'est l'élément féminin. Donc on prend l'énergie. Donc on sent avec la lune scorpion toutes les angoisses environnantes, on sent les conflits, on sent les dangers. En fait, c'est ça. C'est celle qui, de mon point de vue, engendre une réactivité du cerveau reptilien la plus puissante de tous. Donc c'est un excellent instinct de survie, mais en même temps, le degré d'anxiété est beaucoup plus aigu qu'ailleurs. Voilà pourquoi la Lune est malheureuse dans ce signe. Parce que le boulot de la Lune, pour résumer, c'est d'apporter la paix, le calme, l'harmonie, le confort. Et cette Lune en signe d'eau a cette aspiration-là parce qu'elle est en eau, absorbée, mais elle est d'une réactivité parce qu'elle les sent au rapport de force, aux angoisses, aux pressions, aux énergies négatives. Et la prise est tellement violente dans ces énergies. Dès que quelqu'un est pas carré, moi j'ai une Lune Scorpion, je suis obsédé par les gens carrés. Voilà, c'est mon truc. Donc c'est pour ça qu'on travaille la communication bon mercurien pour que tout soit simple, clair, dit, net. Et quand je suis confronté à des situations où il y a du non-dit, où c'est flou, où c'est tordu, où on prend pour un con, effectivement, immédiatement, tous mes voyants de parano montent. Voilà.
c'est des mécanismes. On est tous construits différemment, et la lune Scorpion est une inquiète. Donc, faut rassurer l'inquiétude. Faut pas parler fort, engueuler une lune Scorpion, vous en faites un ennemi à vie. Si vous passez dans son collimateur, vous prendrez un coup de 12. C'est très clair. Vous êtes mort. Il vous loupera pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Parce que identifier un danger. Identifier un danger. Voilà. Donc le but, c'est moi j'ai appris avec ma lune Scorpion à éviter tous les tempéraments tordus, tous les gens compliqués, tous les fous dangereux. Je les fuis comme la peste et le choléra parce qu'ils sont toxiques et que j'ai un pif pour les repérer. Une fois que j'ai repéré, malheur à eux. Voilà. Nickel. Alors on continue les questions. Il y en a une de Solange qui ressemble beaucoup à celle de deux autres personnes qui s'appellent Julie et Laura. Donc s'il vous plaît, donnez-moi un exemple de ce que signifie le maître de l'ascendant de l'un est une planète dans le signe ascendant de l'autre. Le maître de l'ascendant de l'un et le maître du signe et le maître du signe ascendant de l'autre. Est une planète dans le signe ascendant de l'autre. Alors, faudrait que je vois le thème, mais le maître de l'ascendant, si on dit que c'est une planète, ça peut être une planète ou un signe. En fait, c'est le maître. Prenons l'ascendant Bélier. Là, le maître, ça va être Mars et Soleil. L'ascendant Taureau, ça va être Vénus, la Lune. Donc, il y aura un maître de l'ascendant. Ok. Hein. Et ensuite, on va regarder une parallèle sur le maître de l'ascendant de l'autre. Ok. Bon. C'est une façon de chercher une affinité. C'est une façon de créer un lien. J'aimerais un exemple plus précis. C'est beaucoup plus parlant lorsqu'on est concret avec un signe qu'on explique, parce qu'on donnera la résonance qui va avec. D'accord. Je serais pas étonné que du coup, Solange, Laura et Julie n'hésitez pas à poser la question peut-être un peu plus précise pour que Jean-Yves puisse y répondre. La question suivante était de Caroline. Bonsoir Jean-Yves. Quelle est la signification, et ça je trouve ça intéressant d'ailleurs, de l'ère du Poisson et de l'ère du Verseau, parce que c'est pas écrit, mais si je dis pas de bêtises, en 2023, je crois en 2021, on passe dans un nouvel ère, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a plein de courants de pensée. Tu sais, c'est pas gravé dans le marbre en fait. Ce sont des airs. Alors à chaque fois, on interprète ça de façon différente. Il y a le mécanisme qui dit que tous les 25 000 ans, on fait tout un cycle au niveau des constellations. Donc ça, c'est une première théorie sur les airs qui évoluent. Après, plus communément en fait, de façon plus simple et pratique. Je défends l'hypothèse. Il y a plusieurs courants de pensée. La mienne, en tout cas, est la suivante. C'est que je m'intéresse à l'évolution des planètes majeures et je suis un féru de Pluton parce que peut-être ma lune en Scorpion, qui sait. Pluton qui est nos mécanismes les plus archaïques, les plus profonds, les plus essentiels, fondamentaux. Je m'intéresse pour les airs aux évolutions de Pluton par signe. Je ne vais pas vous refaire les différents passages. Et quand on parle de l'ère du Verseau, on en parle depuis un bout de temps. Il y a 10 théories qui disent tout et son contraire. Si je devais donner une ligne qui me paraît être la plus pratique, ce sont des évolutions sociétales. Voilà. Et en ce qui me concerne, si je devais donner une datation de l'ère du Verseau, dont on parle, on fait des choux gras et on dit un peu n'importe quoi, moi aussi, hein, parce qu'on a chacun notre position et rien n'est gravé, encore une fois, j'aurais tendance à considérer qu'elle arrive en 2023 avec le passage de Pluton, qui crée l'amorce d'une nouvelle dynamique, de ce qu'on vit déjà avec les planètes qui sont autour là. On a eu un gros amas en Capricorne, on a stigmatisé sur de la matière hivernale sèche, donc restriction, et puis on va passer en Verseau, qui est un signe d'air, de contact, de renouvellement. Maintenant, faire très attention parce que chez le Verseau, c'est un signe d'air, mais il y a aussi Saturne, donc il y a aussi de la rigueur, et il y a aussi Uranus. Uranus, il a double tranchant, c'est-à-dire que les passages d'Uranus, c'est toujours une libération d'énergie nouvelle, donc ça, c'est très très intéressant, mais en même temps, ça peut être aussi des révolutions. Voilà, ça peut être des changements radicaux. Alors, changer, c'est formidable. C'est toujours devant que ça se passe. Après, faut pas que ça soit trop uranien, trop soudain, trop rapide. C'est pour ça que Saturne, le deuxième maître du Verseau, est là pour tempérer ce côté impulsif, irréfléchi, révolutionnaire dans l'impatience. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une dualité chez les éléments Verseau qui peuvent, et c'est un paradoxe, mais ceux qui connaissent suffisamment assez de Verseau auront observé ça. Ils sont capables d'être formidablement rigoureux, linéaires, bosseurs, dans les clous, comme des Capricornes, parce qu'ils ont le même maître. Et en même temps, d'un seul coup, ils vous disent, machin, je vais chercher une boîte de lunettes, et vous les revoyez pas pendant 25 ans. Parce que il y a un côté, je pète un plomb avec Uranus, et je change tout de façon radicale. Et cette radicalité-là, elle se doit, pour bien faire, d'être canalisée.
hein, par des espaces de liberté, par de l'oxygénation régulière, par des moments où on va souffler un peu, où on laisse une fenêtre entrouverte, où on lui laisse 2 heures pour aller faire le tour du quartier, tout ce qui est Uranus. Donc la nouveauté, c'est formidable, l'ère du Verseau. On va vers un monde nouveau, c'est évident. Tout ce qu'on peut espérer, c'est aller vers plus d'humain, plus de proximité, plus de profondeur de pensée. C'est ça l'idée, voilà, parce que qu'est-ce qu'on peut viser de mieux que ça. Donc, on connaît tous la parabole de Pierre Rabhi sur le petit colibri. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je la fais vite fait. L'histoire se passe dans la forêt qui est en flammes. Il y a un petit colibri qui fait des allers-retours. Il va chercher 3 gouttes d'eau, il met sur l'incendie. 3 gouttes d'eau, met sur l'incendie. Il y a d'autres animaux qui le regardent. Non, mais toi, tu fais 3 centimètres, tu ramènes 3 gouttes d'eau, tu vas pas l'éteindre ton incendie. Et le petit colibri, il les regarde et il dit, ben ouais, ben moi, je fais ma part. Et en fait, je me demande si parmi les courants vers lesquels on va avancer, il n'y a pas cette prise de conscience, pour ça que Pierre Rabhi a un tel succès, de chacun fait sa part pour bien faire. Voilà, à son niveau, à notre niveau. Pas de projet surdimensionné, on va pas faire le monde, mais on veut bien faire. Et tout ce qu'on fait ensemble en matière de développement personnel, de travail sur nous, de connaissance des autres, etc., j'ai le ressenti qu'on est sur le bon chemin. Et on est sur le bon chemin, et puis c'est pas demain que ça va s'arrêter, parce que jusqu'à temps qu'on trouve un truc mieux, mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé. Donc voilà l'ère du Verseau, comment je le vois, plus dans l'humain, plus dans le respect de l'autre, etc. En revanche, le point paradoxal, et c'est un point vraiment de réflexion, je voudrais partager avec vous. On l'a vu, quand on a été confiné, ça collait avec le moment où Saturne est rentré en Verseau. Et quand on analyse, on se dit, le Verseau c'est la liberté. Premier mot qui vient à l'esprit. Saturne, c'est le froid, l'hiver, les restrictions. Se retrouver dans une situation où Saturne rentre dans ce signe de liberté, Saturne qui lui est le flic, le garde-fou structurant qui étouffe un peu, ça s'amorce par quelque chose d'un peu correspondant à ça. Voilà. Donc, comment on va le vivre? En même temps, si on est très logique, mais je ne veux pas vous compliquer des trucs trop techniques, il y a Uranus qui est le maître du Verseau, et pour certains le maître du Scorpion, qui lui-même est en Taureau, donc en chute. Donc, ça forme des angularités un peu pointues. Je ne veux pas être anxiogène parce qu'il n'y a rien qui mérite de l'être, mais c'est intéressant de voir ça. Voilà, l'ère du Verseau, 2023. Magnifique. On continue. Bah d'ailleurs, le pont est parfait parce que tu parlais de Pluton juste avant. On a Jocelyne qui demande: les profils anxieux sont-ils repérables en astrologie? Peut-être à cause de Pluton et de la Vierge. Exemple, Pluton conjoint MC, ascendant 0 degré Scorpion, Uranus maison 8 et en Nama Vierge. C'est clair, absolument. L'anxiété, il y a plusieurs façons d'aborder l'anxiété, mais il y a la peur de l'avenir, on sait toujours, hein, mais là-dessus on n'a pas de prise, on peut juste essayer d'avoir une direction. Et puis il y a effectivement la peur des dangers. Hein. Les planètes de l'anxiété dans mon esprit, c'est Pluton numéro 1 et Saturne numéro 2. Quoi. Donc c'est compliqué. C'est les deux qui sont retrouvés en Capricorne au moment où arrivait le fameux virus. C'était le cœur de cet amas. En fait. Oui, absolument. Il y a des signes anxieux. Alors, on va trouver beaucoup d'anxiété chez les planètes en Scorpion, marquées par Pluton. Et d'ailleurs, tiens, on va être beaucoup plus pointu. Je vais vous faire un petit tour sur les influences de Pluton. Pluton, il crée de l'anxiété, il crée de la peur. Qu'est-ce qui peut arriver? On va prendre une mécanique simple. Je prends Vénus. Conjoint Pluton. On va faire le tour vite fait. On va faire le tour vite fait pour vous saisissiez la façon dont je fonctionne. Une Vénus en Bélier, c'est une conquérante. Si vous lui collez un Pluton là-dessus, la trouille hypothétique qu'on peut imaginer, ça va être cette Vénus qui a besoin d'amour, de passion et de renouvellement. Si on lui colle Pluton, il y a une source d'insatisfaction chronique qui va être engendrée. Une source d'insatisfaction au fait de jamais vraiment se sentir aimé ou de jamais ouvrir les vannes de sa sensibilité, de peur de se sentir faible. Une Vénus en Taureau maintenant collée à Pluton, qu'est-ce que ça va engendrer? Vénus, c'est l'amour. En Taureau, elle est absolument magnifique. Hein, c'est une Vénus pleine de charme, de beauté, de douceur, d'attention, de câlin, de bienveillance, etc. Vous lui collez un Pluton dessus, vous allez lui structurer une peur de l'abandon, une peur de se faire plumer financièrement, une trouille phobique de perdre l'objet de son amour. Voilà ce que va me colorer Pluton. Il va me polluer le truc Pluton. Il va créer de l'angoisse où il n'y a pas nécessairement besoin d'en avoir. Voilà. Parce que la peur va faire émaner ça, et on va donc créer ça, quelque part. Une Vénus en Gémeaux qu'on le collait à Pluton.
Qu'est-ce que ça va donner? Une Vénus en Gémeaux, elle a besoin d'énormément de communiquer, elle a besoin d'être dans l'échange. Donc, si elle se sent frustrée avec une absence de communication et d'échange, Pluton va lui faire imaginer que l'autre ne communique pas parce qu'il ne l'aime pas, ou parce qu'il a fait une connerie, ou parce qu'il mérite pas d'être aimé, et puis du coup, on va se créer des troubles, etc. Une Vénus en Cancer, conjoint à Pluton, va avoir peur que toute sa famille meure d'un accident de voiture, qu'il y ait une maladie à la maison, et ainsi de suite. Voilà. Pluton va me colorer d'appréhension et d'anxiété tout ce qui va toucher, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est au niveau primaire. Alors, ensuite, bien évidemment, pour ceux qui font un travail de développement personnel, d'évolution, etc., on peut parvenir à s'approprier Pluton. Pluton, je vois beaucoup de Mercure Scorpion chez les psychanalystes et les analystes d'une façon générale, par exemple, parce que l'esprit peut être apte à aller en profondeur des choses. Vous avez des plutoniens qui peuvent devenir absolument magnifiques, mais bien évidemment, c'est là encore une fois, ça se fait pas tout seul, vu que ça fait appel à des peurs archaïques du cerveau reptilien, des angoisses fondamentales. Il y a un sacré travail de remonter les émotions au conscient pour les formater, pour leur donner une dimension d'assurance qui leur permettra de secondariser les problèmes, de trouver la bonne distance, de trouver les bons mécanismes pour en faire une véritable richesse et quasiment une supériorité intellectuelle. Oui, ça, tout est possible. Mais Pluton, à la base, est vraiment une planète archaïque. Mais on peut en tirer quelque chose d'assez exceptionnel au niveau de l'intellect. Et tout le reste d'ailleurs. Magnifique. On continue avec Martine. Bonsoir Jean-Yves. Pourquoi la maison 12 a-t-elle autant de mauvaise réputation? Ah oui, la pauvre. C'est la dernière avant le renouveau. Donc c'est l'abandon, c'est la perte, c'est le lâcher prise, c'est la chute. C'est l'endroit où on est dans la désillusion, où on est dans l'abstraction, dans le dévouement. Alors c'est la meilleure solution. Souvent, c'est associé à l'isolement. Lorsque je vois des planètes en 12, c'est associé à une épreuve. Différente de la 8 qui correspond à la mort, souvent la 12 elle annonce une nécessité de lâcher prise sur quelque chose. Voilà. Par exemple, j'avais vu un soleil en bélier en maison 12, ben pour lui, qui n'était que force, fougue et passion, il était tellement force, fougue et passion qu'en 12 il a fini en tôle parce qu'il a fait des conneries. Voilà. Donc privation de liberté. Soleil en 12 en Verseau, c'est privation de liberté typiquement. Voilà. Donc la 12, il faut accepter l'idée de lâcher prise pour faire quelque chose de supérieur à son propre destin. Et c'est pour ça qu'idéalement, lorsqu'on évolue avec des planètes en maison 12, on peut espérer devenir une très belle âme qui se met au service des autres. Or, on sait, je ne vais pas vous rebassiner avec ma pyramide de Maslow, plus on grimpe en matière de développement personnel, plus on quitte la matière et l'ego, c'est clair, ça c'est en bas de la pyramide, et plus on grimpe et plus on est léger. Plus on va dans l'utile, plus on va dans la simplicité, plus on va vers des valeurs de détachement, d'altruisme, etc. L'évolution individuelle, elle va vers ces vecteurs-là, c'est clair. Plus les rapports de force, les conflits, les trucs tordus, tout ça, c'est que du bas de gamme, tout ça. C'est les animaux, ça. Plus on grimpe, plus on devient des gens bien, évolués, respectueux des autres, positifs, constructifs et bienveillants. Voilà. Je connais pas meilleur chemin. Sur une dizaine de milliers de trucs que j'ai pu voir dans la vie, c'est le seul chemin qui marche. Déjà par rapport à soi-même, et puis comme ça on se copte avec les profils qui font écho à ça. C'est clair. Ok, très belle parole. Martine avait également une deuxième question dans son message. On parle souvent de la planète dominante d'un thème. En fonction de quoi la trouve-t-on? Donc c'est un peu plus général, mais ça a apparu plusieurs fois dans le thème des questions. Très bien. Alors, la planète dominante d'un thème, ça a toujours été un questionnement auquel j'ai été confronté quand j'ai amorcé l'astrologie. C'était cette recherche vraiment de quelle est la planète dominante d'un thème. Or, je vous propose moi une approche qui est structurée sur les travaux plus récents, récents c'est un siècle, qui sont les travaux de fragmentation de l'humain avec les repères qu'on a et le mieux que j'ai vu de tout ce que j'ai vu. J'ai écrit un bouquin avec un psychiatre, bon, on en a vendu 3,5, vous avez bien compris, c'était chiant à mourir, mais au moins j'ai appris des trucs qui sont des basiques. Et rien n'est mieux
que la fragmentation tripartite de l'esprit de Freud, hein, ce fameux tripier. Quelle image on projette? Toujours ce coup de soleil-lune. Donc la dominante, elle va être là en réponse à la question. La dominante, hein, c'est quelle image on projette pour vivre avec les autres, quel objectif on vise en toute conscience dans notre chemin de vie, hein, et comment on vit notre monde intérieur, notre sensibilité et nos liens avec ceux qui sont autour de nous. C'est un triptyque, elle est là la dominante, c'est la colonne vertébrale. Alors maintenant, au-delà de la colonne vertébrale qui est et sera toujours la dominante, vous allez avoir plus ou moins de facilité, plus ou moins d'apport. Hein. Voilà, vous êtes un village, hein, parfois il y a une rivière qui passe, parfois c'est un volcan, parfois c'est des hordes d'animaux sauvages, parfois c'est plein de bois. Voilà. Donc, quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer? Quelles sont les ressources sur lesquelles on va pouvoir puiser pour donner plus de densité de corps et d'épanouissement à cette colonne vertébrale? Donc, si par exemple vous voyez un Mars en Bélier en maison 10, vous dites oh la vache, ça c'est du costaud. Bon, la personne va avoir comme outil dominant et non pas comme dominante. Outils dominants, faisons bien le distinguo. Hein, on est dans les outils, dans l'utilité. Une capacité à prendre des décisions, à être actif, à être moteur, à disposer d'une énergie formidable matin, midi et soir, etc. Hein, mais la dominante, c'est la structure de la fragmentation tripartite de l'esprit, ascendant soleil lune. Ça sera toujours la dominante. Vous laissez pas embarquer par des courants de pensée qu'on peut lire dans des bouquins qui datent d'avant l'époque où on a commencé à intégrer la psychanalyse et le développement personnel dans l'astrologie, parce qu'il y a des parentés avec tout ça, avec la psychologie. Et à cette époque-là, on cherchait encore la dominante. Et pourquoi? Parce qu'on n'avait pas en tête cette révolution intellectuelle. Donc, planète outils sont des sous-dominantes. Je veux bien accepter sous-dominantes. Ok. Alors, on continue avec Ambre, qui a deux questions d'ailleurs que je trouve très intéressantes. Bonsoir. Est-il possible de repérer les profils atypiques dès la naissance grâce au thème? Les surdoués, ceux qui auront des tendances perverses, narcissiques, les autistes. Et ça complète la deuxième question qui va avec peut-on voir les grandes étapes également de la vie, naissance, mariage, divorce, décès d'un proche, etc. Alors, on peut, c'est complexe parce que c'est assez complexe. C'est multifactoriel. Donc, je vais essayer de pas vous faire une réponse de Normand. Multifactoriel voulant dire quoi? Voulant dire que vous pouvez avoir un thème absolument magnifique avec plein de potentiel et élevé dans un environnement où l'enfant va être frustré, castré. Un môme qui vit dans une pièce où il n'a pas le droit de toucher aux meubles, où il n'a pas le droit de se lever, où il n'a pas le droit de rien dire, où il n'a pas le droit de rien faire, vous avez toutes les chances d'en faire un être qui va se fermer au monde extérieur, qui va avoir des difficultés d'apprentissage, des difficultés d'assimilation, des difficultés de confiance en lui, même si le terrain initial était beau. Alors, si fort heureusement il se dégage de cet environnement initialement anxiogène et qu'il commence à se confronter au monde extérieur et qu'il obtient de meilleurs retours, il peut se construire différemment, se reconstruire. Ça, c'est une hypothèse. Après, vous avez si on parle vraiment du thème et qui évolue dans un environnement normal, je vais pas reboucler avec le transgénérationnel qu'on a fait en webinaire pour ceux qui l'ont pas vu, mais on peut avoir des incohérences extrêmement complexes dans un thème. Et parmi celles qui sont les plus complexes, c'est le maître du signe solaire en chute. Voilà, typiquement. Ceux qui vont avoir le plus de soucis, c'est parce que là, il y a un travail à faire. Tout est résolvable. Tout est résolvable. Toujours. Hein, il n'y a rien de gravé dans le marbre, on est maudit à vie. Jamais. Ça n'existe pas. Mais là où c'est plus compliqué, c'est imaginons que vous soyez, je prends toujours les premiers parce que c'est les premiers de la classe, un bélier ou un taureau. Vous êtes bélier, votre objectif social premier dans la vie, c'est de créer l'amorce, de créer l'initiative. Il y a un potentiel de démarrage en général supérieur à celui de tous les autres réunis chez le bélier pour démarrer des situations, créer une société, emmener un groupe, etc. Hein, être chef, leader, monter une grande tête en montagne, il faut qu'il y ait un premier de cordée, donc moi peut-être c'est un bélier. Quoi. Voilà, je plaisante, mais c'est un peu l'idée. Moi, Capricorne, ils sont meilleurs en montagne. Mais, donc il y a ça. Vous lui donnez ça comme objectif conscient. Mais en revanche, dans les poches, si ces outils sont défaillants, s'il n'a pas les bonnes jambes, s'il n'a pas les bons yeux, son taux d'erreur va augmenter. Par exemple, un bélier avec un Mars très fragile risque, prenons un exemple concret, bélier, donc je vais chercher tout de suite où est Mars, son maître outil.
Si Mars est puissant, Soleil Mars Bélier, j'en connais, sont des profils extraordinaires, Soleil Mars Bélier. Moi, je les adore. Je les adore parce qu'ils ont une force de vie, une sorte de capacité d'action, une volonté réalisatrice absolument géniale. Et puis, comme ce sont des passionnés, en général, les passionnés, ils anticipent moins les autres. Ils ont des trucs à penser qui les motivent, qui les mobilisent, donc ils regardent devant. Et j'aime bien ceux qui regardent devant, c'est mieux que ceux qui regardent derrière ou ceux qui regardent de côté. Devant, c'est mieux. Et donc, ils ont cette force-là. En revanche, vous mettez le même profil, Soleil Bélier, avec un conflit avec Mars, son propre maître, en Cancer, par exemple. Allez, là où il est très fragile. On risque d'avoir un Bélier qui va passer les 3/4 de son existence à se bouffer le ventre lui-même par rapport à son vécu affectif de l'enfance, en disant mais je m'en sors pas parce que je me bagarrais avec mon père, je me bagarrais avec ma famille, je me bagarrais avec mon patron, et donc sa vie n'est qu'une contestation et c'est la faute des autres. Il y a ce risque-là, hein, que l'énergie soit mal canalisée et soit orientée en arrière, contre soi ou contre les siens. Donc, c'est un piège dans lequel on peut tomber. Le maître du signe solaire, très important. Voilà, c'est la fête chez toi. Je pense que la marque a dû ouvrir. Pareil pour le taureau. Le taureau, à la base, est un signe qui est fait pour la douceur, la gentillesse, l'amour, l'affection, la bienveillance. C'est un signe merveilleux pour l'entente, pour l'affection. C'est un signe qui a d'immenses qualités de ce côté-là. Vous me prenez un soleil et son maître, ou sa lune, ou sa Vénus dans le signe du taureau, il va naturellement disposer de ce potentiel, hein, d'affection avec les enfants, avec la lune, d'affection pour le conjoint, la vie amoureuse et le charme, et prendre soin de soi, et plaire, et être aimé, et avoir besoin d'être aimé, merveille. Okay, vous me mettez le même taureau avec une Vénus en bélier, il y a un tas d'incompatibilités internes entre les besoins conscients de stabilité et les besoins de passion renouvelée de la Vénus en bélier. Donc on va donner des Dominique Strauss-Kahn, hein, qui attrape un peu tout ce qui bouge sans discernement, parce qu'on est dans la conquête. Alors que le besoin à la base, il est conscient sur la durée de façon merveilleusement douce. Voilà. L'inversion des signes solaires. Vous me prenez un Gémeaux, t'en connais, un Gémeaux, et vous faites attention où est son Mercure. Hein. Si c'est un Gémeaux, ça donne des intellects d'une rapidité absolument géniale. On s'ennuie jamais avec. Ils sont brillants, quoi. Voilà, ils peuvent assimiler une quantité hallucinante d'informations. Je pense à Idriss Aberkan, des types magiques. Voilà. En revanche, vous lui mettez un Mercure en taureau, il peut figer sur des situations intellectuelles parce qu'il aura besoin de les goûter, taureau, concret, tactile. Donc, certains de ces raisonnements peuvent s'enfermer dans des contraintes. Donc, ça peut donner des Gémeaux qui sont butés, mais butés graves. Voilà, c'est redoutable, ça peut être compliqué. Et puis, vous lui mettez un Mercure Cancer et ça donne un Trump. Gémeaux, Mercure Cancer, à savoir, je caricature un peu le truc, mais c'est tout à fait bienveillant. Disons que les émotions du cancer passent par le fil de Mercure. Donc, quelqu'un qui lâche ses émotions sans le fil de l'analyse ou de la fluidité. Des trucs comme ça qui sont rigolos. Ça marche. Alors, on continue avec Caroline, question un petit peu plus générale. Pas de signe d'eau dans un thème, qu'est-ce que ça signifie? Il faudrait voir le thème, mais l'idéal étant, bien évidemment, d'avoir un peu de tout sur les 4 éléments. Hein, parce que un peu de feu va vous donner un peu d'amour propre pour pas vous laisser marcher sur les pieds, pour, un peu d'autorité naturelle, pour son tempérament quand même, hein, pour pas être trop se faire marcher dessus. Un peu de terre va donner du sens pratique. Le sens pratique, c'est vachement important parce que quand on doit faire le traversée, je sais pas moi, de Marseille à Lille, il est bien évident qu'il faut qu'on prévoie la bouffe, il faut qu'on mette de l'essence dans la voiture, il faut qu'on ait les bons chevaux, etc. Un peu de sens pratique. Et puis comme ça permet de voir de quoi il fait le lendemain. C'est bien un peu de terre, quand même. Un peu d'air, ben c'est bien, hein, c'est un peu de capacité à conceptualiser. C'est là où intellectuellement on a des choses parmi celles que je considère comme les plus intéressantes. L'air est un élément formidable pour être dans le concept, pour l'humain, pour comprendre. On est déjà dans des potentiels d'évolution plus marqués. Et puis un peu d'eau, c'est formidable parce que c'est ça qui fait le lien humain. C'est ça qui fait l'attachement, c'est ça qui fait la vibration, l'intuition, l'intelligence affective, l'intelligence émotionnelle, la perméabilité psychique. Voilà, mais trop d'eau, ça donne des profils qui rêvent, quoi, hein, qui sont dans un monde parallèle parce que le monde dans lequel ils sont souvent dans le pratique, ça les enquiquine. Ça peut être triste et anxiogène, ils captent trop de trucs. Donc, pas d'eau,
Pas d'eau, c'est une carence, tout simplement. Hein, c'est une carence où effectivement les ressentis inhérents d'absorption face à certaines situations peuvent échapper. On peut, si on n'a absolument pas d'eau, on peut avoir du mal à comprendre qu'un tel est en souffrance et pourquoi. Hein, puiser dans la richesse des ressentis, dans les vibrations profondes, il y a des choses qui peuvent échapper à quelqu'un qui n'a pas d'eau. Ça peut échapper. C'est ni bien ni pas bien, mais voilà. Trop d'eau, on se noie, c'est une image, mais elle est parlante. On se paume dans ses rêves, mais pas d'eau, c'est embêtant parce que l'imagination risque de se restreindre à du concept, à du pratique ou à du relationnel de positionnement. C'est un truc à travailler pour le coup. C'est mieux quand il y a un peu de tout partout, voilà. Et puis vous apprendrez avec le temps que l'on peut, s'il y a des planètes en nous sur l'affect, par exemple, on peut avoir des terrains merveilleusement délicats et raffinés. Tiens, prenons un exemple concret. Prenons quelqu'un qui serait né sous le signe du Bélier, toujours les mêmes, et qui aurait une Vénus en Poisson. Et ben, ça va donner quoi? Ça va donner quelqu'un qui peut être assez perso dans ses objectifs et dans son affirmation et dans le combat, et moi je veux être le premier, etc. Et puis quand on l'attrape à la maison entre quatre yeux, il peut se révéler d'un romantisme, d'une délicatesse, d'une douceur, d'une gentillesse, d'une empathie complètement différente, et ce qui va en faire quelqu'un d'extraordinairement touchant. Et donc, par exemple, un bélier avec une Vénus en Poisson va donner le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, à savoir la force extérieure, et quand on le chope sans le prendre dans le rapport de force, parce qu'il faut pas jouer, on le prend par l'affectif, vous aurez un écho d'un cœur comme ça, voilà. Donc c'est bon, chacun a un rôle. Magnifique. Alors on continue avec Dorothée, qui me pose la question suivante. Si une planète est conjointe au milieu du ciel, s'agit-il d'une vocation de vie, d'une mission de vie ou d'une vocation? Une facilité, en fait. Tout dépend de la planète. Alors effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir une maîtrise. Alors c'est les mêmes mots, hein. Milieu du ciel, point de culmination, zénital, midi, ça veut dire la même chose, hein, les 4 mots en question. Donc ce qui est le plus à la verticale, hein, c'est le milieu du ciel. Voilà, c'est le midi, voilà, le point midi. Une planète au midi, attention, c'est à double tranchant. Parce que ça va colorer, j'allais dire, la destinée sociale. Bien évidemment, ça va colorer la destinée sociale. Et puis, s'il n'y a pas de planète, c'est pas grave. On polarise pas sur le sujet. Pas grave. Mais imaginons, déjà, ça va donner le temps. Si c'est un luminaire, il est clair qu'une lune en milieu du ciel, ça peut donner des carrières artistiques parfois. Hein. Lune Lion en maison 10, c'est jouer de Sadem, connu, faire du théâtre, etc. Un soleil, c'est une réussite sociale. Voilà. Si c'est en feu, c'est statutaire. Si c'est en terre, c'est matériel. Si c'est en air, c'est intellectuel. Et si c'est en eau, c'est émotionnel. Je suis quelqu'un de formidable sur le plan humain. Voilà, en eau. Ça, c'est soleil. Donc, je cherche la lumière, vraiment. Si c'est Mercure, les aspirations vont être intellectuelles et mentales. Ou ça peut être le commerce et la négoce, voilà, et ainsi de suite. Donc, chacun donne des tons. Mais, et c'est là où c'est pernicieux, on va regarder sa qualité. Sa qualité, c'est la qualité des aspects qui la nourrissent ou qui la freinent, mais c'est surtout sa teneur. Je suis un obsédé des maîtrises, vous le savez bien. Si la planète est en maîtrise, ça veut dire que la réussite sera facile dans le domaine en question. Parce qu'on va mettre immédiatement dans le bon axe, même si on est contrarié avec une histoire difficile, dès qu'on sera livré à soi-même avec un peu d'autonomie et un peu de distance, une planète puissante en maîtrise ou exaltée ou pas malheureuse en tout cas, pas malheureuse quoi, en milieu du ciel, va marquer le destin, c'est évident. Hein. Quand je vois des Jupiters en maison 10 en Sagittaire, je sais que la personne elle aura un talent exceptionnel pour s'attirer les bonnes grâces de toute l'autorité en place, et si elle a besoin de demander un budget pour monter une affaire, elle va l'obtenir avec 10 fois plus de facilité de n'importe qui, parce qu'on va être dans les bons clous, on va choisir les bonnes personnes, il y aura un radar pour sentir qui a le bâton, on va être positif, on va être honnête, on va être carré dans les clous, ça va être formidable. C'est des gens qui sont chapeautés. Quand on a la chance de naître avec les planètes faciles, genre Vénus, Jupiter, même la Lune, au midi, parce que ce sont des planètes douces, fluides et faciles, donc ça crée du lien, quoi. Hein, ça fluidifie le relationnel. Quand c'est Soleil-Mars, c'est déjà plus combat, donc on affronte pour arriver à la lumière. Quand c'est des planètes douces, humides et affectives qui sont culminantes, on va travailler sur l'humain, la douceur, le charme, l'amour, la gentillesse, la souplesse, etc., pour sortir du lot, pour se faire aimer, tout simplement.
Voilà. Donc vous mettez une maîtrise d'une de ces planètes-là en culminante et vous n'avez pas de doute sur le fait que le destin de la personne il va être facile, quoi. Elle va réussir. Voilà. C'est simple. Ça marche. Alors on continue, on passe à notre 11e question de Aladin. Comment expliquer des dispositions à l'impatience alors que l'on a beaucoup de planètes en signe de printemps? Dans mon cas, seulement Saturne en Gémeaux. Bon après voilà, il est Jupiter en Cancer, ascendant Gémeaux et il est né en septembre 2001. D'accord. Donc une petite Vierge a priori en septembre. 13 septembre, oui. Bon, l'impatience, bien évidemment, c'est le printemps. Mais il y a d'autres co-significateurs. Des Mars très puissants, ça donne de l'impatience. Des Uranus très aigus, très angulaires. Un Soleil Uranus, une Lune Uranus. Enfin, Uranus, c'est l'impatience par essence, quoi. C'est tout de suite. Après, il y a les âges. Ça, c'est la façon de l'aborder la plus classique. Ou Mars très vif dans le thème, ou près d'un luminaire, ou voilà. Ou le Bélier, on connaît l'impatience du Bélier parce que c'est tout de suite l'impulsion. Le signe le plus impatient, c'est le Bélier. On sait. Après, il y a les colères du Sagittaire aussi. On est dans l'impatience. Mais là, il y a deux paramètres qui interviennent. Il y a le paramètre de l'ego. Et là, on est dans des mécanismes qui sont dans la chronologie des âges. Souvent, l'enfant est impatient parce que sa notion du temps est très différente de celle d'un adulte. Lorsque vous projetez, donnez une information à un enfant, une récompense quelle qu'elle soit, un adulte lui dit écoute, si tu travailles bien, dans une semaine, tu auras une récompense. Il l'entend, il l'intègre. Un enfant, une semaine, c'est le bout du monde. C'est à des années-lumière. Et lorsque vous dites à des personnes qui sont âgées, je viendrai te voir au printemps, ils disent ah ouais, mais c'est demain. Donc la notion du temps intervient avec l'âge physique, mais aussi l'âge psychique. Vous avez des profils qui auront toujours toutes les peines du monde à arriver à maturité et à suivre cette chronologie de l'évolution du temps. Donc l'impatience, c'est co-significateur d'une difficulté à gérer le temps. Donc, j'ai souvent un problème avec Saturne et en même temps, j'ai souvent un Uranus puissant ou des choses en bélier, ou des profils très jeunes psychiquement. Voilà. Ok. Alors, on continue avec José. J'ai des difficultés à savoir exactement quand débute et quand se termine une maison. Ah oui, très bien. Alors José, voilà, une maison, elle démarre à sa pointe, quoi, au départ, et elle se termine à la pointe de l'autre. On peut pas faire plus simple. Après, il y a des cas particuliers où parfois, lorsque j'en parle, j'ai été confronté à des profils qui sont surpris. Imaginons quelqu'un qui a un ascendant à 15 degrés bélier. J'aime bien parler du bélier. 15 degrés bélier, il a son ascendant. Okay, donc son ascendant, s'il démarre à 15 degrés bélier, 16 degrés, 30 degrés, voilà, et imaginons que la maison 2 démarre, allez, on va faire simple, à 15 degrés du taureau, signe d'après. Donc la maison 1, celle de l'ascendant, va s'étendre de 15 degrés du bélier à 14 degrés 59 minutes du taureau, pour faire simple. En revanche, imaginons que cette même personne, dans cette maison 1, elle a son soleil, à 13 degrés du taureau ou à 12 degrés du taureau. Okay, mécaniquement, elle va être encore dans la maison 1, mais très loin de la pointe, mais elle va être très proche de la maison suivante. Alors, cette position du soleil, vous la mettez en maison 1 ou vous la mettez en maison 2? Ah, la bonne blague. Il y a le mécanisme de cooptation qui fait que, moi, j'ai pas l'ombre d'un doute. Dans mon esprit, il est en maison 2. Point. Déjà, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une cooptation naturelle entre le taureau et la maison 2. Donc, ça va créer une attirance naturelle, une affinité naturelle. Et puis, la proximité sur une grande maison d'une planète qui est très proche de la pointe de la suivante, elle est copée, elle est absorbée, elle est cooptée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle rentre dans le cadre d'une conjonction. Alors, parce que là, c'est complètement flagrant parce que c'est une grande maison, qu'on est vraiment très proche de la sortie, mais c'est plus fin lorsqu'on est dans des angles où il y a des maisons beaucoup plus courtes. C'est une question d'angle de la Terre. Les maisons sont jamais... c'est l'angle de la Terre, c'est l'heure à laquelle on se lève. Les maisons, c'est l'angle de la Terre, donc ça peut varier. Les petites maisons, les grandes maisons, les moyennes, etc. Donc voilà le démarrage. De la pointe où on a marqué, par exemple, ascendant 15 bélier, elle démarre là jusqu'à 14 degrés 59 minutes taureau si le début de la maison 2 démarre à 15 taureau. Voilà. Ça marche. Alors ensuite, nous avons Véronique qui nous reparle un petit peu de Pluton. Est-ce que Pluton représente uniquement des peurs? En quoi pourrait-il être positif? Comment le voit-on dans un thème? Il peut être positif s'il est bien intégré. En fait, comment je pourrais le décrire? Il y a
c'est tellement des cas de figure différents à chaque fois. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Imaginons une planète puissante avec Pluton. Imaginons un Mars bélier contre un Pluton. Je reprends toujours les mêmes, comme ça c'est plus simple. Pluton, est-ce qu'il va être vraiment toxique sur une planète en maîtrise? Non. Parce qu'une maîtrise a toujours raison. Une maîtrise gagne toujours à la fin. C'est pour ça que je suis obsédé par les maîtrises. Vous me collez n'importe quelle pollution sur une maîtrise, sur l'échelle d'une vie, elle s'en sortira. Il y aura peut-être des ratés, elle sera peut-être un peu abîmée au passage, il y aura peut-être des ralentissements, mais in fine, la maîtrise aura toujours raison. Premier constat. Donc Pluton là-dessus va devenir à terme une force supplémentaire, hein, parce que un des enjeux de vie, ça va être d'intégrer les angoisses pour permettre à la planète qui est puissante de se nourrir, de piocher dans tous les autres, dans toutes les conjonctions planétaires. Quand vous avez des paquets de planètes ensemble, si on a une qui est naturellement chez elle, retenez bien le truc, toutes les autres se mettent au service de celle qui est chez elle, celle qui invite en fait. On est au service de celle qui est la plus puissante. Si on a une planète en maîtrise collée à Pluton, Pluton finira à un moment ou à un autre à être au service de la planète en question en lui donnant plus de profondeur de pensée, plus de détermination, plus d'endurance, plus de recul, plus de verticalisation des situations. Dans mon esprit, faut avoir en tête que le Scorpion n'est qu'une étape transitoire. C'est un courant de pensée encore que j'aimerais partager avec vous. Le Pluton, le Scorpion, lorsqu'il est très évolué, il est capable de devenir l'aigle. Ça, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez. Il a cette capacité à aller au-delà de tous ces systèmes dont il est prisonnier. Hein, il se dimensionne, il se verticalise. N'oublions pas qu'il y a une notion de soleil noir chez le Scorpion. Il n'est pas que noir, le Scorpion. Le Scorpion, il est destructeur et négatif quand il est, encore une fois, pas évolué. Parce que c'est un primate, là. Il est à peine sorti de la grotte. Là, le Scorpion, il est dangereux, il a des haines, des rancœurs, etc. Mais plus il évolue, plus il gagne en profondeur, plus il gagne en dimension, plus il gagne en vision lucide. C'est pour ça qu'on trouve de si bons psychanalystes dans ces dispositions-là. Voilà. D'accord. Question un petit peu plus générale, mais qui vaut la peine d'être posée parce que ça en concerne plus d'un et ça peut en concerner plus d'un. Donc de Christian, quand on est à cheval sur deux signes, est-on influencé par les deux ou pas? Oui, Christian, absolument. On est influencé par les deux parce qu'il n'y a pas de frontière dans l'espace. On se doute bien que, certes, on est dépendant du signe des saisons, c'est évident, hein, c'est là-dessus qu'est construite toute l'astrologie chez nous en tout cas, mais une planète entre deux signes, elle va prendre la double couleur. Pour la double influence. On augmente la gamme des possibles. Et alors, elle peut prendre un peu plus d'influence d'un côté ou de l'autre si vous avez des planètes qui l'attirent d'un côté ou d'un autre. Par exemple, imaginons quelqu'un qui soit né entre la Vierge et la Balance. Voilà. Si cette personne-là, elle a des amas en balance, dont par exemple une Vénus en balance, elle va être beaucoup plus balance, parce qu'elle va avoir naturellement les outils dans les poches pour jouer dans l'apaisement, le charme, la douceur, etc. Si à l'inverse, cette personne-là a Mercure et Vénus en Vierge, on va plus s'appuyer sur les capacités d'analyse, parce que Mercure est en maîtrise en Vierge, que sur la disposition potentielle à être dans le charme et l'apaisement. Voilà. Ça donne une idée. Oui, mais on a les doubles couleurs, c'est absolument certain, tout à fait. On peut aussi encourager l'une et l'autre, mais dans un tel, on a déjà des indices qui permettent, en fonction du poids de ce qu'il y a autour, de voir de quel côté penche la balance. D'accord, ça marche. Eh bien, écoute, alors je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées auxquelles tu as déjà répondu. Je vous invite à regarder du coup demain ou après-demain sur la chaîne Ophone ou sur le site de Jean-Yves Espier le replay qui pourra vous rapporter, enfin vous amener certaines réponses à vos questions. Ça fait bientôt 50 bonnes minutes que nous sommes déjà en ligne. Je vois également qu'il y a aussi des demandes par rapport à l'application AstroPlus. Donc à ce sujet, je tiens en tout cas auprès de l'équipe de Bigouda à nous excuser pour les petits intempéries qu'on a eus. Nos ingénieurs ont travaillé dessus et nous avons actuellement plus aucun problème sur l'application. Sachant que voilà, enfin, je vous communique simplement le message pour vous inviter à la retélécharger si vous avez eu des soucis dans un premier temps parce que c'était une ancienne version. En tout cas, ça ne change pas la qualité du travail que Jean-Yves et Bigouda ont fait ensemble. Jean-Yves, tu aurais peut-être un ou deux mots à nous dire peut-être sur la... C'est un très gros projet. Je suis extrêmement attaché à ce projet-là parce que le potentiel de l'application, il est formidable.
il y a un côté ludique, pratique, et en même temps c'est formateur. C'est ça qui est extra. On l'a vulgarisé parce que effectivement, à partir du moment où on fait un truc un peu comme ça, faut lui donner un peu de nourriture pour qu'il vive. En plus, le prix est tout à fait correct. Donc l'idée, c'est quand même, à travers le fait d'avoir des horoscopes faciles avec les positions des planètes, on peut vraiment gagner en fluidité en regardant, en rentrant toute sa tribu. On peut voir si le lendemain on a envie de passer une soirée en amoureux, on va regarder si nos Vénus elles sont en parallèle. Si on a un truc à se dire, on regarde si nos Mercure ils sont bien synchronisés, 1 jour, 2 jours, 3 jours, même 6 mois, c'est vachement rigolo. On s'est cassé la nanette à faire un truc un peu magique qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc le potentiel il est formidable. Je me suis enquiquiné, c'est une façon de à revoir les textes ou à les écrire ou à les revisiter, à les trouver, donc il y a du taf. Après, chacun sa partie. Bon, ça me passionne parce que c'est ma passion dans la vie, donc c'est pas compliqué. Et puis il y a les informaticiens qui se lancent dans des terrains vierges. Et quand on se lance dans des terrains vierges, il y a une marge d'erreur. On perd des semaines, on perd des mois. Faut que tout se mette en place. Donc c'est compliqué. Après, bien évidemment, moi je suis partisan de ne le commercialiser que lorsqu'il est méga archi verrouillé. Mais chacun fait de son mieux, voilà. Et puis après, il y a des impondérables, il y a des trucs en informatique qu'on n'a pas vu apparaître. Et puis là, on a été confronté au fait qu'il y a eu un succès d'un coup, où il y a eu, je sais plus combien de centaines ou de milliers de gens qui se sont mis en même temps. Et puis on n'avait pas gambergé à l'idée que s'il y avait trop de volume, le truc pétait. C'est ballot, que les vidéos, les bandes passantes sur les liens qu'on a fait avec la chaîne et les émissions, et YouTube, il verrouille si vous bouffez trop d'heures en se connectant sur le système. Donc c'est un autre truc. Personne n'y avait pensé, quoi, parce que c'est tout. On est complètement novateur sur ce truc-là. Donc ça va. Chaque jour qui passe, on se rapproche d'une mise au point. On est tous malheureux quand ça merdouille. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis on va croiser les doigts bien fort pour que les informaticiens ils continuent de remonter les manches comme ils ont commencé à le faire et qu'on ait le produit super qu'on s'est efforcé de monter et que ça marche, quoi. Voilà. En tout cas, la dernière version qui est sortie il y a quelques jours, qui est la 1.3.2, n'a plus aucun bug. Moi-même, je l'ai vérifié et c'est vraiment un pur régal. C'est ludique, c'est fluide. J'ai invité beaucoup de mes amis, sachant que la première semaine, comme vous le savez, est offerte. Donc voilà, n'hésitez pas. On a déjà pas loin de 7000 inscrits sur l'application. Ça a l'air très bien fonctionné. Moi, j'aimerais bien que ça soit affiché, mais gros, quoi. C'est 1,99 € le truc. On est bien d'accord. Complètement. Voilà. 1,99 €. Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez si par hasard vous n'êtes pas intéressé. En tout cas, pour toute la recherche derrière, les dossiers de la NASA, les 8 mois de travail avec Bigouda et Jean-Yves. C'est un gros taf. Vraiment, c'est des mois de boulot. Voilà. Mais le jour où c'est vraiment au point, c'est une merveille. C'est un jouet extraordinaire. Yes. Et pour répondre à certaines questions, pour iOS et côté Apple, écoutez, ça dépendra de vous et du succès qu'on aura de cette application sur Android. Mais en tout cas, voilà, on espère un jour peut-être pouvoir l'avoir sur Apple. Ça serait top. Ça serait top. Bon, en tout cas, Jean-Yves, merci beaucoup encore pour ce petit webinaire questions-réponses. Ça a été magnifique. J'ai encore déjà plein de remerciements de ta présence. On a la même passion, c'est ça qui est formidable. Moi, c'est la passion de ma vie, faut être clair. Donc, et puis personne n'est éternel, et on apprend. Et puis, qu'est-ce qu'on peut Alors, c'est con, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux de sa vie, hein? C'est être un bon élément dans une chaîne, dans la chaîne de notre histoire, de notre famille. Et puis, je mets en pratique ce que j'ai appris moi. C'est-à-dire que si vous arrivez à être utile, à bien faire et à vivre de votre passion, grand Dieu, il y a des chemins qui sont pires. C'est plus du travail. Donc, ça vaut le coup, hein. Voilà, pour tous ceux qui veulent faire du développement personnel et puis avoir cet outil supplémentaire, on est sur le même chemin. Namasté. Parfait. Écoute, Jean-Yves, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci à tout le monde pour ces magnifiques questions. Et puis, écoutez, on va sûrement se retrouver bientôt pour peut-être un autre webinaire et des questions-réponses à suivre. Super. Jean-Yves. Merci à tous. Bonne soirée à tous.